13h Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, la GECAMINE, Générale des carrières et des mines, célèbre la journée des mangeurs de cuivre dans le Haut-Katanga. Les agents et cadres de cette société étatique prennent part à une série d'activités festives portées sur la conscience productive. Et puis, dans le Haut-Tuélé, le club des amis d'Amiens ont organisé une série d'activités pour lutter contre la tuberculose au sein de leur communauté. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba, s'est exprimé sur nos antennes au sujet des fausses alertes sur une prétendue ville morte ou encore marche de sit-in ce lundi 15 décembre 2025 à Kinshasa, capitale de la RDC. Bon, d'abord, je viens pour rassurer la population quinoise qu'il va falloir vaquer librement à vos occupations. Vous voyez, école, hôpital, marché, administration, nous sommes appelés par l'exercice du travail. Vous savez que Kinshasa, c'est une ville qui vit par ses forces productives reposant sur le travail. Donc, il n'y a aucune manifestation troublant l'ordre public qui sera autorisée. Donc, je demande à la population de rester dans la vigilance et la meilleure façon pour nous de compatir avec nos populations de l'Est et ainsi que précisément la population de Ouvira qui ont été récemment touchées, c'est justement aller travailler pour renflouer nos caisses et nous permettre à faire face à cette crise. Mais qu'à cela ne tienne, je réinsiste en disant ceci, nous sommes tous appelés à vaquer librement à nos occupations. C'est une journée comme toute autre et nous invitons en tout cas la population de vaquer librement. Les enfants doivent aller à l'école, les hôpitaux doivent rester fonctionnels, nos marchés pareil et l'administration. Donc ça sera une journée normale pour que Kinshasa vive de la manière dont il est habitué. Pas de ville morte, pas de marche, pas de sit-in. Ce lundi, à Kinshasa, le gouverneur de la ville, vous l'avez suivi, a fait le démenti à propos de cette fausse rumeur. Sur le terrain, Iverson Kabwaba est allé à la rencontre des Kinois et Kinois. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ici au boulevard Lumumba. Il n'y a pas de ville morte. C'est lundi 15 décembre, tel que vous avez constaté derrière moi. Il y a la circulation des transports en commun. Mais pour ce faire, nous allons nous rapprocher des étudiants pour savoir un peu plus. Merci. En quittant ma demeure jusqu'ici, j'ai pu constater qu'il n'y a pas de ville morte. Les transports sont en train de se véhiculer tranquillement, calmement, donc il n'y a pas de ville morte. À ceux qui sont à la maison, mes collègues, camarades étudiants, je vous appelle tous à l'unité, à être vigilants. Donc à ne pas se conformer à des histoires qui sont taboues, qui peuvent troubler. Nous étant qu'intellectuels, nous tous nous suivons les règlements de notre institution. Donc si nos universités, nos institutions ne donnent pas un programme fiable concernant ces jours, pourquoi rester à la maison? Donc il n'y en a pas. Je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de manipuler l'opinion. Mais à part ça, moi, je ne suis pas d'accord qu'il y a eu. Les gens ne vont pas avancer pour la ville morte, mais ils sont tous autant dans la classe, remise et reprise présente dans la carte ISS. On n'a pas senti ça. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez constaté ensemble avec moi qu'il n'y a pas une journée ville morte. Depuis boulevard Lumumba, Iverson Kabwaba, Diego Mapangala, pour les conflits. Merci Verson pour toutes ces informations. La vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchela Kamba est en mission d'itinérance dans la ville de Boma et dans la localité de Loufoua Songololo, province du Congo central. C'est dans le cadre de la mission de sécurisation des frontières nationales de la RDC. Regardez.
Fanfare pour les honneurs de la police nationale congolaise, c'est dans cette ambiance que la vice-ministre de l'Intérieur, Eugène Kamba, embarque à la mairie de Boma dans le Congo central pour la poursuite de sa mission de contrôle, de mobilisation et de sécurisation des frontières nationales. Après une courte séance de travail de briefing sur la situation sécuritaire avec la maire de la ville, la deuxième personnalité de l'administration territoriale a pris vite chemin pour la localité de Lufu à Songololo, l'autre frontière entre la République démocratique du Congo et celle sœur d'Angola. Une mission accueillie chaleureusement par les services de sécurité, les forces vives et politiques dont son parti l'UDPS. Pas de fatigue pour Eugène Kamba qui a présidé tard dans la nuit une importante réunion de sécurité élargie afin de transmettre des orientations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la vigilance totale en cette période que le Rwanda continue d'agresser la République démocratique du Congo en violation des différents accords et résolutions. Pour renforcer l'autorité de l'État à ces coins stratégiques du pays, la vice-ministre de l'Intérieur a remis séance tenante les drapeaux à l'administrateur du territoire et aux responsables de la police nationale congolaise de Lufu. Entre les mains de l'AT qui fait le symbole de la nation et notre souveraineté. Merci. Voilà. Merci. Aussitôt fini, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugène Kamba, a poursuivi son chemin pour la frontière de Cabinda. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS vient de clôturer à Luizi, territoire de Nyonzou, l'opération de distribution des outils aratoires aux ex-combattants et aux membres des communautés locales. Une opération effective dans le cadre du projet de réinsertion socio-économique des ex-combattants. Peggy Mukunda. La coordination provinciale du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDRCS dont les Tanganyika vient de clôturer dernièrement dans la localité de Luizi, en territoire de Nyonzou, l'opération de distribution des outils aratoires aux ex-combattants récemment démobilisés et de membres de la communauté locale. Au total, 50 bénéficiaires ont été ciblés, dont 16 ex-combattants et 34 membres de la communauté, parmi lesquels 8 issus de la communauté Toa. La représentation féminine s'élève à 20 femmes, soit 58,82% des bénéficiaires. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet pilote de réinsertion socio-économique des ex-combattants des territoires de Kalemi et Nyonzou dénommé Tulime Pamoja. Cultivons ensemble, initié par le PDRCS. Le projet avait été lancé à Tumbwe, dans le territoire de Kalemi, par le coordonnateur national du PDRCS, Jean-Didier Désiré Ntangatita. À Luizi, les bénéficiaires ont reçu notamment des houes, bêches, pioches et autres matériels destinés à la relance des activités agricoles dans cette zone de basse altitude arrosée par rivière Luizi. Les secteurs agricoles. À cette occasion, les chefs de la localité de Luizi ainsi que l'ensemble de la population ont salué la mise en œuvre de ce projet dans le secteur sud de Lukuga du territoire de Nyonzou, une zone qui avait été embrassée par le conflit intercommunautaire d'une violence inouïe. Nous allons parler à présent de l'adoption depuis le samedi 13 décembre par les députés provinciaux du projet d'édit budgétaire pour la province du Maniema, exercice 2026-2027. Qui sont pour, qui sont contre. Ce budget qui s'élève à plus de 417 milliards de francs congolais connaît plusieurs innovations par rapport à celui de 2025. C'est notamment l'investissement dans le capital humain en octroyant des bourses d'études aux lauréats de 2026, la digitalisation et la numérisation du système de perception des taxes par la DGERMA et autres. Le professeur Alikiama Sawili, ministre provincial de Finances et porte-parole du gouvernement provincial du Maniema, qui a, au nom du gouverneur de province, Moussa Kabankoubi Moïse, en mission officielle à Kinshasa, présenté l'économie du dit budget, c'est d'y être homme le plus heureux, car les députés provinciaux viennent de doter à la province cet outil indispensable pour la vie des filles et fils du Maniema.
Il a enfin demandé à la population de continuer à faire confiance à son gouvernement dirigé par Moussa Kabankobi Moïse. Mais d'abord, c'est un motif de satisfaction pour moi. Le fait que la représentation provinciale ait réussi le projet de lit budgétaire qui fonctionnait au niveau du gouvernement provincial et il vient d'être envoyé à la commission ECOFIN pour les tâches. Vous savez très bien que les budgets de la province constituent la vie économique, sociale et politique de l'ensemble de la population. De par l'importance de ces documents, aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux. Chiffré à plus ou moins 417 milliards de francs congolais. Et c'est y compris la part du gouvernement central, plus l'apport de la régie financière locale, la DGRMO. Le projet d'édit budgétaire du gouvernement provincial du Kasaï central, exercice 2026, a été déclaré recevable par les élus provinciaux. À l'issue de la plénière, le chef de l'exécutif, Joseph Moïse Kaboulou Nkoko, s'est dit satisfait du déroulement de cet exercice de redevabilité. Son combat plaçait la province sur la voie du développement. Regardez. Le gouvernement, modestement, a déclaré la recevabilité de cet édit budgétaire pour l'exercice 2026. Présenté et défendu par le gouverneur de la province, Joseph Moïse Kaboulou Nkonko, au cours d'une séance plénière, ce projet est chiffré à 532 milliards 324 309 557 francs congolais, soit une augmentation notable de 34,30% par rapport à celui de l'exercice 2025. À travers ce document orienteur de l'action publique, le chef de l'exécutif provincial s'est fixé un objectif majeur, apporter des investissements dans des secteurs clés pour l'émergence de la province. Pour matérialiser sa vision, le Kasaï central que nous voulons tous d'excellence, dans ce budget 2026, le gouvernement provincial fixe les objectifs de la politique économique et financière dans les secteurs ci-après. Le secteur de la santé, 6,89%. Le secteur de l'éducation, 7,08%. Le secteur de l'agriculture, 3,90%. Le secteur du développement rural, 3,07%. Le secteur des infrastructures et travaux publics, 10,20%. Le secteur de l'environnement, 0,20%. des dépenses d'investissement. Réaliste et adapté aux besoins ainsi qu'aux attentes de la population, ce projet budgétaire a fait l'objet d'un examen minutieux des 34 élus provinciaux présents au Capitole sous l'égide du speaker, l'honorable Guy Sabango Kachala, qui ont tout de suite formulé d'importantes recommandations pour son efficacité. Et dans la province du Haut-Tuélé, le club Ami Damien a organisé une série d'activités à Isiro dans cette province du Haut-Tuélé, justement pour lutter contre la tuberculose au sein de la communauté. Nathalie Mboula-Kabia. Le Club des Amis d'Action Damien, une organisation qui regroupe les survivants de la tuberculose dans la ville d'Isiro, avec à sa tête Trésor Kimwana, compte dans son actif plusieurs activités organisées dans le cadre du projet Fonds mondial dans son format GC7, tuberculose, VIH, CLM, dont le PNUD reste les principaux récipiendaires. Au nombre de celles-ci, la vulgarisation des orientations sur le projet et l'apport CLM pour le suivi par la communauté à l'aide de l'outil ONELPACT tuberculose. La tenue de la réunion d'information à l'intention des infirmiers commis au traitement de la tuberculose, la formation de plusieurs membres de la communauté et des patients sous traitement de cette maladie. Mais il faut aussi signaler également le lancement officiel des activités de suivi par la communauté sur les 4 piliers de ces vastes programmes, à savoir la disponibilité des services CTB, son accessibilité, l'acceptabilité et la qualité. Tout cela pour contribuer à l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients de la tuberculose. La communauté doit se prendre en charge pour pouvoir sensibiliser davantage, parce que ce qui fait que la population n'arrive pas à atteindre les hôpitaux pour pouvoir se faire dépister, c'est entre autres l'ignorance. Alors nous devons quitter cette zone-là. Pour cela, la communauté doit passer à l'échelle à un autre niveau, celui de sensibiliser porte à porte, et cela fera ce que tout le monde puisse avoir l'information de la tuberculose et ça va dissiper la peur et la honte. Le représentant du gouverneur de la province de l'Ituri a procédé à l'inauguration de la station de production du gaz pétrole liquéfié. On en parle avec plus de détails avec Junior Selimani.
Dans le cadre de sa politique de gouvernance axée sur la promotion de l'investissement local, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo encourage vivement le Congolais à investir en République démocratique du Congo. C'est dans cette dynamique qu'une station de gaz de pétrole liquéfié vient d'être installée en Zéré, en périphérie de la ville de Bunia. Cette initiative est portée par un entrepreneur local, Jean-Claude Njabou, lors de la cérémonie d'inauguration et du lancement officiel des activités de cette station. Le représentant du directeur gérant de l'entreprise dont dédié a souligné que l'introduction du GPL dans les ménages s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique en promouvant l'utilisation des énergies plus propres et renouvelables. Chez nous, en RDC, on l'utilise pour le chauffage domestique. Ailleurs dans le monde, il sert aussi de carburant pour véhicules et dans l'industrie offrant une alternative. Milton Lonou-Lonema, conseiller en charge des ressources naturelles, représentant le gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Chomodjouni, a salué cette initiative. Il a félicité l'entrepreneur pour sa contribution au développement local, pour son appui aux efforts d'épée déjà entrepris par l'administration militaire en Ituri. Nous voudrions vous dire ceci, en construisant et en faisant inaugurer aujourd'hui la station d'Odier, vous ouvrez une nouvelle page pour notre province. Une page écrite avec détermination, vision et foi en un avenir apaisé. Cette station de gaz et de pétrole liquéfié est la première du genre, non seulement dans la province de l'Ituri, mais également dans toute l'ex-province orientale. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des installations. Je vous le disais tantôt, célébration de la journée des mangeurs de cuivre à la Gécamine dans la province du Haut-Katanga. Les agents et cadres de la Générale des Carrières et des Mines ont pris part à des activités festives portées sur la conscience productive au sein de cette société étatique. Les manifestations relatives aux mangeurs de cuivre à la Générale de Carrières et des Mines ont vécu du 11 au 12 décembre 2025 en présence du directeur général Placide Nkala. Elles ont été caractérisées par la thématique de la conscience productive. À cet effet, plusieurs activités récréatives ont été organisées sous la conduite de la présidente des mangeurs de cuivre Ngoy Kamoni Don Parfait. Tout a commencé par une messe d'action de grâce dite en la chapelle Saint-Éloi par l'abbé Tibal. Il a axé son homélie sur Ésaïe 48, versets 17 et 18, dont le contenu a constitué l'exhortation à l'émergence de la Générale de Carrières et des Mines, appel fait aux agents et cadres de cette société du portefeuille par l'officiant du jour. Aussitôt après, les mangeurs de cuivre se sont recueillis au mausolée symbolique du cimetière de la Gécamine Penga Penga en mémoire des pionniers et fervents mangeurs de cuivre. Il s'en est suivi respectivement au stade de la cité Gécamine des rencontres sportives entre les équipes féminines et masculines. À cet effet, la présidente des MUC, mangeurs de cuivre, s'est exprimée en ces termes. Représente nos ancêtres. Parce que nos ancêtres, après nous, ils ont débuté à tenir combat. Donc cette époque-là, le cuivre faisait l'échange. Le moment de réjouissance a ponctué cette manifestation. La formation organisée à l'intention des experts et agents de la direction de protection de l'environnement minier a pris fin. Les participants ont appris des outils qui vont les aider dans leur travail d'inspecteur minier. Une fois sur le terrain, ils ont détecté la pollution et autres problèmes pouvant nuire à la santé des habitants proches des sites miniers. Christine Lenzo pour les détails.
Il était nécessaire de renforcer les capacités des agents et experts de la DPM, Direction de protection de l'environnement minier, pour qu'ils deviennent outillés à bien exercer leur travail sur terrain. Le secrétariat général aux mines, chapeauté par Jacques Ramazani Lutuba, grâce à l'appui du CAFIS, initiative sur la forêt d'Afrique centrale, avec le FONARED, projet exécuté par le PNUD, a fait bénéficier à ces apprenants de l'expérience avérée de professeurs Arthur Kaniki et Jean-Marie Kanga de l'université de Lubumbashi, laquelle leur permettra d'appliquer l'expérience acquise, aussi former les autres. Explication du directeur Emmanuel Ndurubandi Ngoroba de la direction de la protection de l'environnement minier au ministère des Mines. En matière d'environnement minier, c'est une matière qui est pluridisciplinaire. Et nous avons des agents qui viennent de toutes sortes d'horizons, de cursus différents. Alors il est important pour permettre aux agents de la direction de protection de l'environnement minier à pouvoir mieux faire le travail, il était nécessaire de renforcer leurs capacités. Les éléments indispensables lors d'un suivi environnemental administratif, l'inspection des bassins de stockage des résidus des traitements, aussi l'inspection de la gestion des effluents liquides ont été abordés lors des échanges. La DPM étant une direction technique, les moyens s'avèrent nécessaires, aussi l'acquisition des équipements pour bien aider l'exécution du travail sur terrain. Au gymnase du stade de Tata de Kinshasa, le samedi 13 décembre dernier, la jeunesse congolaise a échangé avec le chef de l'État sur le rôle et la place que peuvent avoir les jeunes. Iverson Kaboba était sur place. Mettre fin au chômage des jeunes à travers la création des petites et moyennes entreprises, cette problématique a été abordée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de ces rendez-vous d'échange avec les jeunes de la RDC. Cette rencontre a permis l'ouverture d'un dialogue direct avec le chef de l'État afin de prendre à bras-le-corps les préoccupations de la jeunesse, selon Patrick Katengo Mafo, président du Forum national de la jeunesse. Nous continuons jusqu'aujourd'hui à avoir un président qui se préoccupe des problèmes majeurs de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il fait un face-à-face. Comprenez que le président de la République veut sortir les jeunes de la pauvreté. Je demanderai à la jeunesse de croire au président de la République qui tout à l'heure vient de nous conscientiser à être patriotes, à très bien prendre soin de notre pays, très bien défendre ce pays qui est en train de traverser une situation très difficile. Comme nous, on a cherché l'argent à l'extérieur du pays et puis on a investi en notre pays. Je suis venu ici pour soumettre le problème et puis le chef de l'État nous a répondu et puis c'est bon. À la même occasion, le président de la République a répondu aux différentes questions des jeunes et a lancé un appel à plus d'engagement patriotique de la jeunesse en cette période difficile où le pays est agressé par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23 et de l'AFC. Les déterminants de l'efficacité de services publics de production et de santé bovine en RDC de 1990 à 2023. C'est le titre de la thèse du docteur Miteo Nyengej Bruno pour son agrégation en médecine vétérinaire. Oscar Mbal. Le chef de la maison civile du chef de l'État Bruno Miteo Nyengej, chef de travaux à l'Université pédagogique nationale, a soutenu sa thèse d'agrégation en médecine vétérinaire à la faculté de médecine de Lubumbashi ce 13 décembre 2025 dans l'auditoire Père Dr Moyon Roméo. En présence du promoteur de sa thèse, le professeur ordinaire Dr Pongombo Célestin, le lauréat désormais docteur a défini son travail en 4 grandes lignes. La baisse continue de production bovine. La première hypothèse spécifique pointe le doigt sur l'insuffisance de ressources, la maîtrise illimitée de la chaîne de production et l'accès limité aussi restreint aux services de santé. Devant plusieurs personnalités, dont les gouverneurs des 2 provinces, à savoir Katanga et Lomami, ainsi que d'autres grandes figures sociopolitiques, le lauréat a répondu favorablement aux questions du jury, notamment sur la configuration rationnelle de l'ajustement doctrinaire et obtenant ainsi la mention plus grande distinction. Nous, présidents, secrétaires
et membres du jury chargé par le recteur de l'université de Lubumbashi, Monsieur le chef des travaux, Dr Miteyo Nyenge Bruno, a réussi avec la mention la plus grande distinction. Il sied de vous signaler que sa thèse a pour titre « Les déterminants de l'efficacité des services publics de production et de santé bovine en République démocratique du Congo de 1990 à 2023 ». Il n'y a que 10% de besoins en protéines d'origine animale qui sont couverts. Et le reste, 90% viennent d'autres ressources sauvages, importations, etc. Eh bien, ils veulent bien voir une amélioration, une redynamisation de ces secteurs. Et ces secteurs, cette redynamisation ne peut que passer par le schéma que j'ai pu proposer, la mobilisation de ressources en premier lieu, qu'il faut affecter à l'appui institutionnel. En religion, dans la ville de Bunia, en Ituri, le pasteur tanzanien Login Murenzi, en mission évangélique, a délivré un message de paix, d'unité et de restauration spirituelle. À 7 ans après sa dernière visite dans cette partie du pays, l'homme des dieux s'est dit impressionné par les avancées du développement. Regardez. En provenance de la Tanzanie, le pasteur Login Murenzi, représentant de l'église Abraham Road Church Tanzania, séjourne à Bunia dans le cadre d'une mission évangélique centrée sur la paix, l'unité et la restauration spirituelle en Ituri. Durant son passage, il a pris part au grand événement chrétien dénommé Sekovan avant d'être reçu officiellement au gouvernorat des provinces. Il a exprimé sa reconnaissance pour l'accueil qui lui a été réservé. 7 ans après sa première visite, le pasteur Login Murenzi s'est dit impressionné par les développements enregistrés en Ituri sous le régime de l'état de siège, saluant notamment les efforts en matière de sécurité et d'infrastructures. Cela fait environ 7 ans que je n'étais pas venu ici. Depuis, j'ai vu beaucoup de progrès. Les choses ont beaucoup changé. C'est bon maintenant. Il y a la paix. Les gens sont dynamiques et s'impliquent dans le développement. Il est important que la paix continue, que les gens restent unis pour construire le pays. Un pays se construit par l'unité, l'amour et la solidarité. Si on n'a pas l'Ituri, qu'on reconnaisse au moins que Dieu est là et que Dieu est tout pour une nation. Le pasteur Murenzi affirme être venu apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux habitants des Bunia et de toute l'Ituri. Selon lui, la foi demeure un outil essentiel pour guérir les blessures. Signalons enfin que le pasteur aura une activité d'évangélisation ce dimanche 14 décembre 2025 à l'église de Sekavan Soukissa où il est attendu par de nombreux fidèles. Et pour terminer, sachez qu'à l'occasion du lancement du documentaire sur le sphinx de Limete, feu Étienne Tshisekedi Mulumba attendu le 21 décembre prochain, un point de presse est organisé au centre culturel Boboto dans la salle Monseigneur Mouziri Roy. On en parle avec Ricardo Bambiki. Cette rencontre avec le professionnel des médias visait à annoncer officiellement la sortie prochaine du film documentaire Vision et héritage politique du docteur Étienne Tshisekedi Mulumba, dont la projection est prévue le 21 décembre prochain dans la grande salle du centre culturel Boboto. L'œuvre se veut un moment de mémoire, de réflexion et de transmission à l'intention des générations présentes et futures. Depuis 2024, janvier, de pouvoir écrire avec des compatriotes de Congolais l'histoire récente et un peu plus lointaine de l'homme, de la République démocratique du Congo, sachant que il est, n'est-ce pas, dans cette première vague de nos pères qui ont donné de la voix par rapport à la politique de notre pays. Et l'homme a combattu pendant plus de 37 ans. C'est énorme pour un homme qui restait égal à lui-même. Il a refusé des privilèges, il a refusé les honneurs, il a refusé tout ce qu'on pouvait, n'est-ce pas, lui présenter pour voir le peuple congolais jouir de liberté, jouir de ses droits, mais également d'une certaine justice distributive. Réalisé par Martin Kitoudi Barouani et placé sous la direction artistique de Dadi Kakassa Ndiongo, ce documentaire a également bénéficié de la contribution de Placide Matobo. L'équipe de production a conjugué recherche historique,
témoignages et analyses pour restituer la trajectoire d'un homme politique hors norme. Ces films répondent à un besoin patriotique, pédagogique et historique, a-t-il expliqué, soulignant que les documentaires retracent la vie et les combats d'un leader à l'aura légendaire, au charisme singulier, dont l'engagement a marqué durablement l'histoire politique congolaise. Et ce journal est terminé. Nous disons merci à Patrick Bakouila et Maxime Ondrokwa qui l'ont réalisé. Mimi Ntiba était à l'équipe technique. Un journal rédigé par Blondine Mangwaou. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. Retrouvez à 19h Eric Kabamba, excellence de programme. Au revoir.